« 9 mars 2014. Les habits de lumière sont de sortie pour cette belle soirée. Des habits de lumière dans la demeure du roi Soleil. Le cadre est idyllique. Plusieurs personnalités connues sont présentes dans les allées du château de Versailles pour cette réception grandiose donnée en l'honneur des 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn déambule dans les allées, serre des pinces, remercie la présence des invités en grand Manitou. Madame Ghosn souhaite que nos amis se sentent comme s'ils avaient été reçus chez nous, rien de trop élaboré. Quand son mari précise « Quand vous invitez des gens à une fête, ils répondent peut-être. Mais quand vous les conviez à Versailles, ils viennent. » Drôle de conception de l'amitié. Vous vous dites peut-être alors « C'est surprenant, on dirait qu'il organise un événement privé. » Vous savez, exactement comme quand vos amis viennent faire un apéro chez vous avec un paquet de curly et 2-3 bonnes bouteilles. Si vous vous posez la même question que nous, je vous donne un élément de réponse. L'alliance Renault-Nissan a vu le jour le 27 mars 1999. Quant à Carlos Ghosn, il est né le 9 mars 1954. Vous vous souvenez de la date à laquelle commence cette chronique ? Cette petite fiesta est le reflet de ce que Carlos Ghosn a, semble-t-il, érigé pendant toute sa carrière en tant que PDG de l'alliance Renault-Nissan. Un empire où la frontière professionnelle et personnelle est infime. Mais un empire n'est pas éternel. Qu'est-ce qui a fait chuter ce super patron ? Que lui a-t-on reproché ? Est-il réellement coupable ? Retour sur l'affaire Carlos Ghosn. La semaine dernière, nous étions revenus sur l'ascension au pouvoir de Ghosn. Cette chronique a été inspirée suite à l'enquête réalisée par Mathieu Suc, Renault, Nid d'espion, publiée chez HarperCollins. Elle est habillée d'extraits tirés du magazine Complément d'enquête consacré à l'affaire Ghosn, diffusé le 17 janvier 2019. Benji a participé à l'habillage de la chronique. Il est en face de moi, casque vissé sur la tête, soudé à sa fidèle console. L'affaire Carlos Ghosn est une plongée au cœur du monde des grandes entreprises, des montages financiers et des trahisons, qu'elles soient vérifiées ou non d'ailleurs. L'ancien super patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a chuté le 19 novembre 2018. Un mois plus tard, le 10 décembre 2018, Ghosn est inculpé après une garde à vue d'une vingtaine de jours. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Dès 20h, le groupe Nissan publie ce communiqué. On peut y lire que le PDG aurait dissimulé au marché financier une partie de ses revenus. En tout, près de 70 millions d'euros sur 8 ans. L'entreprise le lâche publiquement. La chute semble être inévitable. Alors pourquoi Carlos Ghosn se retrouve-t-il esseulé au sein même de son empire ? Plusieurs raisons semblent avancer, notamment la perte d'autonomie de la firme Nissan au profit de Renault et de l'État français. Mais selon Pierre-Henri Leroy, les suspicions autour du rapport à l'argent du super patron ne datent pas d'hier. Ça fait 20 ans que ça se voit gros comme une maison. Je veux dire, ce personnage n'en a jamais assez. Bon, c'est clair. Il y a un rapport à l'argent qui est d'une grande vulgarité. Avant même son arrestation au Japon, la rémunération de Carlos Ghosn a toujours fait polémique. C'est parce que vous ne voulez pas parler sur votre rémunération ? Salaire annuel, près de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Ouais, ça, c'est un autre sujet. Ça ne nous regarde pas. Mais C'est un sujet personnel. Aujourd'hui, en 2022, après l'ouverture de plusieurs volets de l'enquête à travers le monde, l'affaire Ghosn n'en finit plus de dégoûter salariés de Renault et opinion publique. Extrait de Cédric Ducrot, syndicaliste à l'usine Renault de Maubeuge, dans l'émission Complément d'enquête. Il est venu sur le site nous annoncer des bonnes nouvelles, que derrière il faisait déjà, on va dire entre parenthèses, que du trafic, des détournements de fonds. Nous on galère tous les jours sur le site, à la chaîne, production. Comme je vous dis, on n'a pas de récompense, on est vraiment minime. On a les miettes, quoi. Des procédures dans près de 13 pays sont actuellement ouvertes. Au Japon, évidemment, au Liban, aux Pays-Bas et tout récemment en France. Direction le pays du soleil levant pour comprendre les origines de l'affaire. Dans les locaux de Nissan, les discussions dans les bureaux du dernier étage sont discrètes, mais de la plus haute importance.
Harry Nada, vice-président de Nissan, ancien bras droit de Carlos Ghosn, est en train de lâcher son mentor. Un commissaire aux comptes de Nissan s'interroge sur les agissements d'une filiale néerlandaise de la firme Zedia Capital. Harry Nada est administrateur de cette filiale au même titre que Carlos Ghosn lui-même. Il n'a donc aucun mal à rassembler les documents que lui demande ce commissaire aux comptes pour constituer un dossier. De base, Zedia Capital est censé investir dans les startups. Mais vous vous en doutez, aucun investissement dans le domaine des startups n'est déclaré dans les documents officiels de l'entreprise. Carlos Ghosn et ses avocats démentent cette information, mais selon les enquêteurs, Zedia Capital aurait permis au super patron de s'acheter une magnifique demeure estimée à 18 millions d'euros en plein cœur du triangle d'or de Beyrouth. Explication de ce montage financier où fonds d'investissement et paradis fiscaux s'enlacent inlassablement. D'après ce document du cadastre libanais, la maison de Carlos Ghosn appartient en fait à une société civile immobilière du nom de Foinos. Selon notre enquête, cette société dépend de fonds d'investissement basés aux îles Vierges britanniques. Un montage financier complexe, au bout duquel nous avons trouvé Zedia Capital. Derrière ce nom un peu barbare, l'une des nombreuses filiales de Nissan. Voilà pour le montage. Alors pourquoi avoir été aux Pays-Bas pour implanter cette filiale? C'est finalement assez simple. Explication de Laurent Léger, chef du service investigation de l'Express. Zedia Capital est la filiale d'une filiale de Nissan, qui n'est pas dans les comptes annuels de Nissan, dont les documents ne sont pas déposés à la bourse de Tokyo. Et cette structure a la particularité de pouvoir donner la possibilité à son président d'engager toutes les dépenses qu'il veut sans aucun contrôle. C'est comme ça. C'est une structure de droit néerlandais. Seuls 2 administrateurs peuvent savoir ce que le président fait, et ces administrateurs, visiblement, ont validé les dépenses et validé les engagements financiers sans aucun problème. Donc s'il y a effectivement des dépenses qui ont été faites qui n'étaient pas dans l'intérêt de Nissan et qui auraient été faites dans l'usage personnel de Carlos Ghosn, c'est tout à fait possible et tout à fait crédible qu'elles soient passées par Zedia Capital. Nous étions au Japon. Voilà que le volet libanais de l'affaire vient de s'ouvrir, ainsi que celui néerlandais. Mais ce n'est pas tout. Carlos Ghosn est aussi suspecté d'avoir d'autres biens à travers le monde. Au cœur des accusations, les résidences luxueuses aux 4 coins du monde dont il aurait profité grâce à l'argent de Nissan. À Rio, un appartement vue mer sur la plage de Copacabana. À Paris, un pied-à-terre de 489 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Résumons. On est parti du Japon. On a fait un crochet par le Liban, les Pays-Bas, et maintenant, voilà que la France apparaît. Cette affaire Carlos Ghosn n'est pas seulement une affaire industrialo-économique. Elle est éminemment politique puisqu'on vous le rappelle, l'État français dispose de 15% du capital. Alors quand Rachida Dati, ancienne ministre du gouvernement Sarkozy, est citée dans l'affaire, le monde politique transpire. Selon les enquêteurs, Rachida Dati aurait perçu un salaire de Renault à hauteur de 900 000 € sur 3 ans pour ses services d'avocate. Jusque-là, rien de grave. Le rapport s'interroge sur les factures non détaillées émises par l'avocate et l'absence de rapport annuel sur ses activités. On parle donc ici d'une suspicion d'emploi fictif. Le 22 avril 2022, le parquet de Nanterre a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, notamment pour les motifs classiques pour les criminels en col blanc, abus de biens sociaux et blanchiment d'argent. Où se trouve le super patron à l'heure actuelle? Depuis sa fuite du Japon dans une valise fin 2019, oui dans une valise, vous avez bien entendu, l'ancien président directeur général de l'alliance Renault-Nissan séjourne au Liban où il est toujours considéré comme un demi-dieu. On peut notamment voir dans la capitale libanaise des panneaux « We are all Carlos Ghosn ».
Carlos Ghosn est pour le moment dans une prison dorée au Liban. Étant donné qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon, il ne peut y être jugé. Est-il coupable ? A-t-il été victime d'un complot orchestré par les têtes pensantes de Nissan ? Difficile à dire tant que la justice n'a pas rendu son verdict. Pierre-Henri Leroy offre une conclusion qui peut cependant faire réfléchir. Cette boîte était gérée par une espèce de tycoon, on appelle ça un personnage tout puissant, Dieu sur terre, espèce de Bouddha, complètement adulé, et que tout le monde était paralysé en dessous. Pendant des années, on a demandé la nature de la rémunération payée au Japon. Vous allez me dire, pourquoi vous demandez une question pareille ? Ben pour nous, ça nous paraissait bizarre qu'on ne nous le dise pas. De façon paradoxale, il a subi ce qu'il a fait subir à ses employés pendant des années. La célèbre phrase que le super patron avait l'habitude de prononcer au sein même de l'entreprise prend un sens tout particulier des années après. Si on n'a plus confiance dans un cadre dirigeant, il doit partir. Qu'il ait commis une faute ou non. Effectivement, il doit peut-être partir, oui. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique.